La femme de mon frère était très heureuse le lendemain de son décès. Elle m'a dit, je recevrai beaucoup d'argent grâce à son testament, ce qui me permettra de profiter éternellement de mon amour. Ses amis et sa famille ont ri. Puis je lui ai demandé, tu ne le savais pas? Elle a répondu, et maintenant? Tu sais que certains disent que le sang est plus épais que l'eau. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Mon frère aîné, Adrien, n'était pas seulement de la famille. Il était tout pour moi. Je m'appelle Marcus Oin, j'ai 32 ans et j'enseigne l'anglais dans un lycée à Cobb depuis 8 ans. Mais rien de tout cela n'avait d'importance comparé à qui était mon frère. Adrien était de ces types qu'on rencontre peut-être une fois dans sa vie avec un peu de chance. Bon sang, la plupart des gens ne rencontrent jamais quelqu'un comme lui. Il était chirurgien traumatologue à Osaka, à environ 1 heure de chez moi. Et puis, quand je te dis qu'il était bon dans ce qu'il faisait, je veux dire, c'était le genre de médecin dont les autres médecins parlaient à voix basse et respectueuse. Intelligent comme un fouet, calme sous la pression et patient à rendre un saint jaloux. Pendant que je m'occupais d'adolescents qui pensaient que Shakespeare était un mort qui écrivait des trucs ennuyeux, Adrien sauvait littéralement des vies tous les jours. On n'était pas toujours aussi proches, cependant. Quand on était les enfants, c'était lui le responsable, et moi le raté. Vous savez, le genre. Se battre à l'école, sécher les cours, sortir avec des filles que nos parents détestaient. Mais tout a changé quand papa et maman sont morts dans cet accident de voiture quand j'avais 19 ans. Un instant, j'étais un étudiant prétentieux qui pensait tout savoir. Et l'instant d'après, je me retrouvais dans un funérarium à me demander ce que je suis censé faire de ma vie. C'est là qu'Adrien est intervenu. Il n'avait que 25 ans à l'époque, tout juste sorti de la faculté de médecine et croulant sous les prés étudiants. Mais il m'a vu m'effondrer et a pris une décision qui a changé nos vies. Il est rentré vivre chez lui, a trouvé un emploi à l'hôpital local et est devenu mon parent, mon mentor et mon meilleur ami, tout à la fois. Il m'a aidé à me reprendre en main, à payer mes études quand je n'en avais pas les moyens. Et quand j'ai traversé ce divorce difficile il y a 3 ans, oui, il s'avère qu'épouser sa petite amie du lycée n'est pas toujours l'idée brillante qu'on croit, Adrien était là avec un canapé. Pour s'écraser et boire assez de bière pour noyer mon chagrin. Le truc avec Adrien, c'est qu'il ne vous donnait jamais l'impression de lui devoir quoi que ce soit. Il ne vous le jetait jamais à la figure. Il ne vous faisait jamais sentir petit. Il avait juste cette façon d'être là quand on avait le plus besoin de lui. Comme s'il avait une sorte de radar pour les gens en difficulté. Je plaisantais en disant qu'il collectionnait les gens brisés comme certains collectionnent les timbres. Mais la vérité, c'est qu'il ne supportait tout simplement pas de voir quelqu'un souffrir s'il pouvait y remédier. Mais voilà ce qui m'a toujours agacé chez mon frère. Il était parfois trop bon pour son propre bien. Prenons l'exemple de sa femme. Bon sang, par où commencer avec cette femme? Écoutez, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Le genre de femme qui pouvait arrêter la circulation rien qu'en marchant dans la rue. De longs cheveux noirs qui semblaient toujours sortir d'un salon de coiffure chic. Des jambes qui s'étendaient sur des kilomètres, et ce sourire à ensorceler un prêtre. Tous ceux qui la rencontraient s'extasiaient sur la chance qu'Adrienne avait, sur sa beauté, sa grâce, son charme. Parfaite. Mais j'ai décelé ce jeu dès le premier jour. Peut-être parce que j'étais enseignante et que j'étais devenue assez douée pour repérer les enfants qui faisaient des siennes. Ou peut-être était-ce juste mon instinct de grand frère. Mais quelque chose chez elle me semblait étrange. Derrière toute cette beauté et ce charme se cachait quelque chose de froid et de calculateur. Elle me faisait penser à une lame de rasoir enveloppée de soie. Belle à regarder, mais dangereuse à en mourir si on s'en approchait de trop près. Elle se souciait de 3 choses, et de 3 choses seulement, l'argent, le statut et le contrôle. Elle voulait la plus grande maison, la plus belle voiture, les vêtements les plus chers. Elle voulait être vue aux bons endroits, avec les bonnes personnes. Et elle voulait qu'Adrien soit son passeport pour ce style de vie. Cette femme traitait le mariage comme une transaction commerciale. Et mon frère n'était que le pauvre type qui signait sur la ligne pointillée. Ne vous méprenez pas, Adrien n'était pas stupide. Il voyait les signes. Je sais qu'il les voyait parce qu'on discutait parfois tard le soir autour d'une bière et il avait cette expression dans les yeux comme s'il portait un lourd secret. Mais Adrien était le genre d'homme qui croyait en l'autre, qui pensait que l'amour pouvait tout arranger avec un minimum d'effort. Il espérait sans cesse qu'elle changerait. Il pensait que s'il l'aimait suffisamment, la traitait suffisamment bien, lui donnait suffisamment, elle finirait par devenir la femme qu'il pensait avoir épousée. C'est ça,
les hommes bien comme mon frère. Ils ne comprennent pas que certaines personnes sont simplement brisées de manières irréparables. Ils pensent que tout le monde a le même cœur qu'eux, la même capacité d'amour, de loyauté et de sacrifice. Adrienne aurait traversé le feu pour cette femme. Et au fond, je crois que nous savions tous les deux qu'elle ne traverserait pas la rue pour l'aider s'il se vidait de son sang sur le trottoir. Mais il l'aimait quand même. Ou peut-être aimait-il l'idée qu'il se faisait d'elle, le potentiel qu'il voyait en elle. Quoi qu'il en soit, il était déterminé à faire en sorte que ça marche, même quand il était évident pour tous qu'il préparait déjà sa sortie. C'était ça, Adrien. Loyal à l'excès, plein d'espoir au-delà de toute raison, et trop bon pour un monde rempli de gens comme sa femme. Toi. Vous savez comment on dit que le recul est 2020 ? Eh bien, avec le recul, je vois tous les signaux d'alarme qui s'allumaient comme des fous ces derniers mois avant la mort d'Adrien. Mais à l'époque, je n'étais qu'un petit frère inquiet essayant de comprendre pourquoi l'homme le plus fort que je connaisse avait soudain l'air de porter le poids du monde sur ses épaules. Ça a commencé vers février, peut-être 3 mois avant que tout ne dégénère. Je suis allé à Osaka pour dîner avec Adrien, comme on le faisait toutes les 2 semaines. Notre petite tradition qui nous gardait en contact malgré nos villes différentes. On allait généralement dans un petit restaurant de ramen près de l'hôpital où Adrien pouvait se détendre après ses heures de travail intense. Il ne dormait que 4 heures par. Propre tombe, métaphoriquement parlant, puis lui tendait l'appel-point à tous ceux qui pensent pouvoir se marier pour l'argent, qui croient pouvoir bâtir leur vie sur la générosité d'autrui tout en planifiant leur sortie. J'ai une question à vous poser. La même que mon frère poserait s'il était encore là. Ne saviez-vous pas que l'amour fondé sur le mensonge ne dure jamais et que la vérité finit toujours par éclater ? Parce que c'est le cas. C'est toujours le cas. Mais il prenait toujours le temps de dîner avec nous. Mais ce soir-là, c'était différent. Quand Adrien est entré dans le restaurant, j'ai failli ne pas le reconnaître. Mon frère avait toujours été mince. Les chirurgiens n'ont pas vraiment le temps de manger normalement. Mais là, c'était tout autre chose. Son visage était émacié, presque creux, et sa blouse lui pendait comme un enfant jouant à se déguiser avec les vêtements de son père. Ses cernes étaient si prononcées qu'on aurait dit des bleus. Et lorsqu'il s'est assis en face de moi, j'ai vu ses mains trembler légèrement tandis qu'il attrapait ses baguettes. Bon sang, Adrien, ai-je dit d'une voix légère, mais en vain. C'était quand la dernière fois que tu as mangé un vrai repas ? On dirait que tu t'es nourri de café et de ces horribles sandwichs des distributeurs automatiques d'hôpital. Il m'a lancé son sourire si caractéristique. Celui qui rassurait les familles des patients dans la salle d'attente, mais qui n'atteignait pas ses yeux cette fois. J'ai juste fait de longues gardes ces derniers temps. Marcus, tu sais comment c'est pendant la saison de la grippe. Tout le monde tombe malade et on manque de personnel, comme d'habitude. Je voulais le croire. Mon Dieu, je voulais tellement le croire parce que l'alternative était trop effrayante à envisager. Mais j'avais côtoyé Adrien toute ma vie. Et je savais que quand mon frère me nourrissait d'une ligne de ce n'était pas l'épuisement du travail. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui le rongeait de l'intérieur. Allez, mec. J'ai insisté en me penchant en avant par-dessus la petite table. C'est à moi que tu parles. Je t'ai vu travailler 18 jours et j'ai encore de l'énergie pour m'aider à déménager. Que se passe-t-il vraiment ? Le sourire d'Adrienne s'est évanoui l'espace d'une seconde, et j'ai aperçu quelque chose dans ses yeux. De la douleur peut-être ou de la peur. Mais ensuite, ce foutu mur s'est dressé à nouveau et il a de nouveau dévié. Vraiment petit frère, je vais bien. J'ai juste besoin de rattraper un peu de sommeil, peut-être prendre un week-end de congé quand les choses ralentiraient à l'hôpital. Je savais que je n'obtiendrais rien de plus de lui ce soir-là. Alors, j'ai laissé tomber, mais je l'ai observé tout au long du dîner, remarquant qu'il touchait à peine à sa nourriture, qu'il consultait constamment son téléphone avec cette expression anxieuse, qu'il semblait à des années-lumière, même lorsqu'il riait de mes histoires sur les bêtises de mes élèves en cours. Pendant ce temps, elle vivait sa vie à fond sur les réseaux sociaux. Pendant que mon frère dépérissait, sa femme postait des stories Instagram de boutiques de créateurs du centre-ville d'Osaka, exhibant des sacs à main qui coûtaient probablement plus cher que ce que je gagnais en un mois. Elle était toujours dans un endroit fabuleux, se faisait faire les ongles dans un salon chic, déjeunait dans des restaurants branchés avec des amis inconnus, assistait à des défilés de mode et à des vernissages de galeries d'art comme une sorte de mondaine. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'elle n'était jamais avec Adrien dans aucune de ses publications. Pas une seule fois. Voilà une femme mariée à l'un des chirurgiens les plus respectés de la ville.
Et on ne le dirait jamais en voyant sa présence en ligne. Son fil Instagram était entièrement consacré à elle, à ses tenues, à ses aventures, à son style de vie soi-disant glamour. Elle postait des photos de repas coûteux avec des légendes comme « Je vis ma meilleure vie ». Mais Adrienne était introuvable. C'était comme si elle était mariée à un fantôme, ou pire, comme si elle voulait qu'on oublie qu'elle était mariée. J'ai commencé à prêter plus d'attention à leur réunion de famille après ce dîner. Ara arrivait en retard à tout. Mon dîner d'anniversaire, nos réunions de famille mensuelles, même la fête de Noël d'Adrienne à l'hôpital. Elle avait toujours une excuse toute prête, avec ce sourire d'entraînement et un petit rire, comme si c'était tellement amusant. Désolé pour le retard. J'avais une séance photo de dernière minute pour cette nouvelle marque géniale avec laquelle je collabore. Où vous n'imagineriez pas la circulation au retour de mon week-end spa à Kyoto. Mais ça valait vraiment le coup. Je me sens comme une nouvelle femme. Elle arrivait en trompe vêtue d'un vêtement cher et parfaitement assorti. Elle faisait la bise à tout le monde comme si on était de vieilles amies, puis passait la soirée entière sur son téléphone, probablement à gérer ses partenariats de marque ou quel que soit le nom qu'elle donnait à son compte Instagram. Adrien la regardait avec cette expression triste et résignée qui me brisait le cœur. Quand je croisais son regard de l'autre côté de la pièce, il haussait légèrement les épaules et me lançait un regard qui disait « Que sais-tu faire ?» Mais je voyais bien que ça le tuait intérieurement. Un soir, après avoir raté un autre dîner de famille, une réunion super importante avec un sponsor potentiel. J'ai finalement trouvé le courage de dire quelque chose à Adrien. On était assis sur sa véranda, à siroter quelques bières en regardant le coucher de soleil, quand j'ai décidé d'arrêter de tourner autour du pot. Adrien, ai-je dit prudemment. J'espère que ça ne te dérange pas que je te le demande, mais est-ce que tout va bien pour toi? Et puis, elle a l'air de faire beaucoup ses propres trucs ces derniers temps. Mon frère est resté silencieux un long moment, à contempler le petit jardin qu'il cultivait depuis des années. Quand il a enfin parlé, sa voix était si douce que je l'ai presque manqué. Elle recherche sa propre paix intérieure. Marcus, a-t-il dit, je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Sa façon de le dire, comme s'il parlait de quelqu'un qui était déjà parti, de quelqu'un qu'il pleurait déjà, aurait dû me réveiller sur le champ. Mais j'étais trop concentré sur son soutien, trop inquiète de dépasser les bornes, pour insister davantage. Je pensais être un bon frère en respectant sa vie privée. Avec le recul, je réalise qu'Adrien se préparait déjà à quelque chose. Il lâchait déjà prise. Adrien est mort un jeudi froid et maussade de fin avril, alors que la pluie n'arrêtait pas de tomber et que le monde entier semblait pleurer. Un cancer de l'estomac, m'ont dit plus tard les médecins. Stade 4. Il luttait contre lui depuis des mois, faisant semblant que tout allait bien, allant travailler tous les jours, sauvant la vie des autres pendant que la sienne s'épuisait. C'était ça, Adrien. Toujours faire passer les autres en premier, même mourant. J'ai reçu l'appel du docteur Caméra à 6 heures du matin. Le meilleur ami d'Adrienne à l'hôpital. Mon frère était décédé paisiblement dans son sommeil, a-t-il dit. Sans douleur à la fin. Dieu merci. Il venait de partir. Comme s'il avait décidé qu'il était temps d'arrêter de se battre et de se reposer enfin. J'ai passé la journée entière dans le brouillard, à téléphoner, à gérer les préparatifs, à essayer de me faire à l'idée que la personne la plus importante de ma vie venait de disparaître. J'ai appelé un cours. Elle a répondu à la 4e sonnerie, l'air agacé, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Marcus, pourquoi appelles-tu si tôt, ai-je demandé, la voix brisée malgré tous mes efforts pour rester forte. C'est Adrien. Il est décédé hier soir. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Pas le silence choqué et dévasté qu'on attendrait d'une veuve en deuil. Juste un silence comme si elle traitait des informations, calculant sa prochaine action. Oh, a-t-elle finalement dit. Bon, je vais devoir passer quelques appels. C'était tout. Pas de larmes, pas de demande de détails. Non. Comment vas-tu? Juste un aveu froid et professionnel que son mari était mort et qu'elle avait des choses à gérer. J'aurais dû savoir à ce moment-là à quel genre de personne j'avais affaire. Le lendemain, vendredi, à peine 24 heures après le dernier souffle de mon frère, a eu lieu ce qu'elle appelait une célébration de la vie. Ni des funérailles, ni une cérémonie commémorative, mais une sacrée fête dans un bar branché sur un toit-terrasse de Kyoto, dont la location pour un après-midi devait coûter plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. J'ai failli ne pas y aller. Je voulais faire mon deuil comme il se doit, en silence, comme Adrienne l'aurait souhaité,
mais quelque chose clochait dans tout ça, et j'avais besoin de voir par moi-même ce qui se tramait vraiment. Le lieu était tout ce qu'on pouvait attendre d'une personne comme Aera. Tout en verre, chrome et art moderne prétentieux avec vue panoramique sur la ville, et des serveurs en cravate noire brandissant des flûtes à champagne comme si on célébrait une promotion plutôt que la mort d'un homme. Il y avait une 50aine de personnes, principalement des amis et des collègues de l'hôpital d'Adrienne qui semblaient aussi confus que moi. Et au centre de tout cela se trouvait une Lara tenant un cordon, vêtue d'une robe blanche fluide qui coûtait probablement plus cher que mon salaire mensuel. Blanche pour la cérémonie commémorative de son mari. Ses talons claquaient sur le sol en béton poli tandis qu'elle passait d'un groupe à l'autre, embrassant et riant comme si elle organisait une sorte d'événement de réseautage. J'ai pris une bière au bar, car si je voulais traverser ce cauchemar, j'allais avoir besoin d'alcool, et j'ai essayé de me fondre dans le décor. Mais impossible d'ignorer ce qui se passait autour de moi. Ce n'était pas du deuil. C'était de la performance. Ara jouait le rôle de la belle et courageuse veuve qui choisissait de célébrer la vie de son défunt mari plutôt que de pleurer sa mort. Tout cela était digne d'Instagram et complètement dégoûtant. Environ 1 heure après le début de ce cirque, je me tenais près des baies vitrées, scrutant la ville en essayant de ne pas frapper quelque chose, quand j'ai entendu la voix d'Aporter à travers la pièce. Elle se tenait près du bar avec sa meilleure amie Lyra. Cette aspirante influenceuse fade qui paraissait profonde en comparaison, et un type que je n'avais jamais vu auparavant. Grand, cheveux noirs, costume cher, le genre de beau gosse, un crétin qui dépensait probablement plus en produits de beauté que moi en course. Eh bien, disait Delilah d'une voix claire et joyeuse en levant sa flûte de champagne. Je suppose que maintenant j'ai tout. La maison, les économies, l'argent de l'assurance. Il est enfin temps pour Léo et moi de vivre la vie que nous méritons. Léo, le type que je ne reconnaissais pas, c'était Léo. Et à la façon dont il le regardait, à la façon dont sa main posait avec possessivité dans le bas de son dos, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle amie qu'elle venait de rencontrer. Tous les trois rirent vraiment à sa remarque, comme si c'était la chose la plus drôle au monde que son mari soit mort et qu'elle soit sur le point de l'encaisser. Lyra trinqua avec son verre et parla de nouveau départ et de vivre sa vérité. Et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Avant même de savoir ce que je faisais, je marchais vers eux, les poings serrés. La partie rationnelle de mon cerveau me criait de rester calme, de ne pas faire de scène à ce qui était censé être une cérémonie en l'honneur de mon frère. Mais le reste de moi, la partie qui aimait Adrien plus que tout au monde, avait envie d'attraper Ara par ses cheveux parfaitement coiffés et de dire à tout le monde dans la salle quel genre de femme elle était vraiment. Au lieu de cela, j'ai pris une grande inspiration et je me suis dirigé vers leur petit groupe avec un sourire aux lèvres. Un sourire froid, mais un sourire quand même. J'ai dit d'une voix parfaitement calme et conversationnelle. Super fête. Ça reflète vraiment l'esprit d'Adrienne, tu ne trouves pas? Elle s'est tournée vers moi et, l'espace d'une seconde, j'ai vu quelque chose scintiller dans ses yeux. De la culpabilité, peut-être, ou de la peur d'avoir entendu quelque chose que je n'aurais pas dû, mais ce sourire répété est revenu à la normale. Marcus, je disais justement à Léo et Lyra qu'Adrien aurait voulu qu'on fasse la fête plutôt que d'être triste. Il disait toujours que la vie était trop courte pour la gâcher en émotions négatives. Pas vrai? J'ai dit en hochant la tête pensivement. Adrienne était toujours pleine de sagesse comme ça. À ce propos, tu ne savais pas pour le testament? Son sourire s'est légèrement estompé. Lyra et Léo nous regardaient tour à tour comme s'ils regardaient un match de tennis, sentant la tension mais ne comprenant pas ce qui se passait. Non, et le testament, a demandé Ara d'une voix un peu trop aiguë, un peu trop tendue. J'ai souri plus largement, et cette fois, c'était sincère, car je savais quelque chose qu'elle ignorait. Quelque chose qui allait bouleverser son petit monde parfait. Oh, ai-je dit nonchalamment en buvant une gorgée de bière. Tu le sauras bien assez tôt. 3 semaines avant la mort d'Adrien, alors que j'ignorais qu'il était mourant à ce moment-là, il m'a appelé un dimanche matin avec ce ton sérieux qui me retournait toujours l'estomac. Tu sais, celui qu'il utilisait pour annoncer à une famille que leurs proches n'avaient pas survécu à l'opération. Calme et maître de lui, mais portant le poids de la mauvaise nouvelle. Marcus, dit-il sans s'attarder sur ses banalités habituelles. Tu peux venir à l'hôpital aujourd'hui. J'ai quelque chose à te donner. J'étais en pyjama, à moitié en train de boire un café et de corriger mes copies de cours du vendredi, mais quelque chose dans sa voix me fit tout lâcher. Bien sûr, mec. Tout va bien? Viens simplement en chambre 314, dans l'aile privée. Et Marcus, n'en parle à personne, surtout pas à Elara.
Ça aurait dû être mon premier indice que quelque chose n'allait pas. Adrien n'avait jamais caché quelque chose à sa femme. Du moins, je le croyais. Mais la façon dont il prononça son nom, comme si cela lui laissait un goût amer, me fit comprendre que c'était différent. J'enfilai quelques vêtements et me rendis à l'hôpital général d'Osaka aussi vite que ma vieille Honda le permettait. L'aile privée était l'endroit où l'on hébergeait les patients VIP, les politiciens, les célébrités, les riches hommes d'affaires qui voulaient se rétablir dans le luxe. Je n'y étais jamais allé auparavant, et c'était étrange de traverser ces couloirs silencieux et moquettés plutôt que le service des urgences chaotiques où je rencontrais habituellement Adrien. La chambre 314 était au bout du couloir, et quand j'ai frappé, c'était le double d'Adrienne. Mon frère était assis au bord d'un lit d'hôpital, vêtu d'une blouse d'hôpital au lieu de sa tenue habituelle. Il paraissait encore plus maigre qu'au dîner quelques semaines plus tôt, sa peau pâle et cireuse sous les néons. 4 sacs étaient suspendus près du lit, et je pouvais distinguer les contours d'un équipement médical sous un drap sur la table de chevet. Bon sang, Adrien. Elle soufflait en me précipitant vers lui. Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Il a levé la main pour m'empêcher de poser des questions et m'a fait signe de m'asseoir sur la chaise près du lit. Ses mouvements étaient prudents, réfléchis, comme si tout me faisait mal, mais il essayait de ne pas le montrer. Je meurs, Marcus, a-t-il dit simplement, comme s'il me donnait la météo. Cancer stomatique. Stade 4. Il me reste peut-être un mois, probablement moins. Le monde a basculé. J'avais l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans le ventre et que tout l'air avait quitté mes poumons. Ce n'est pas, on ne peut pas. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Opération, chimio, un traitement. Je suis sous traitement depuis des mois, dit-il doucement. C'est pour ça que j'étais si fatigué. Pourquoi j'ai perdu du poids, mais c'est trop avancé. C'est dans mon foie maintenant, dans mes ganglions. J'en ai assez de lutter. J'aurais voulu argumenter avec lui pour lui dire qu'il ne pouvait pas abandonner. Qu'il y avait des spécialistes, des traitements expérimentaux et des miracles qui se produisaient chaque jour dans les hôpitaux. Mais je voyais dans ses yeux qu'il avait déjà fait la paix. Ce n'était plus mon grand frère fort et invincible. C'était un homme qui avait regardé la mort en face et accepté ce qui allait arriver. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, demandai-je, la voix brisée. Pourquoi traverses-tu ça seul? Parce que j'avais besoin de temps pour mettre mes affaires en ordre, dit-il en fouillant dans le tiroir de la table de chevet et en sortant une épaisse chemise en papier craft. Et parce que je devais le faire sans le savoir. Il me tendit la chemise, et je pus lire mon nom écrit dessus de sa main soignée. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des relevés financiers et une lettre cachetée avec, pour Marcus, lisez après, écrit à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est, demandai-je, même si une partie de moi commençait déjà à comprendre. Mon testament, dit Adrienne. Le nouveau, je l'avais fait il y a 3 mois. L'ancien laissait tout changer quand on découvre que sa femme nous ment. J'ai de nouveau perdu la boule. Elle te trompe? Adrienne hocha la tête, l'air calme, mais ses yeux trahissaient une profonde tristesse qui me brisa le cœur. Il s'appelle Léo. Ils sont ensemble depuis presque 1 an. J'ai engagé un détective privé après avoir commencé à avoir des soupçons sur tous ses voyages d'affaires et ses photos. J'ai eu des photos, des reçus d'hôtel, des SMS, tout le tralala. Je sentais la rage monter en moi, brûlante et violente. Adrien, pourquoi ne l'as-tu pas confronté? Pourquoi ne l'as-tu pas foutu à la porte? Parce que je suis en train de mourir, dit-il simplement. Et comme je voulais gérer ça à ma façon, selon mes conditions, il désigna le dossier que je tenais. La maison t'appartient. Tu t'en occuperas mieux qu'elle ne le ferait jamais. La plupart de mes économies serviront à créer un fonds de recherche contre le cancer à l'hôpital, l'assurance vie. Je l'ai résilié le mois dernier. Quant à lui, il sourit, mais ce n'était pas une expression joyeuse. Elle reçoit les bijoux que je lui ai achetés au fil des ans. Appelez ça un cadeau d'adieu. J'ouvris la lettre avec je lui ai serré la main et je l'ai lue là, dans cette chambre d'hôpital stérile. C'était écrit de la main précise d'Adrienne, chaque mot soigneusement choisi. Marcus, si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que la vérité éclate enfin. Je sais que ce sera difficile à comprendre pour toi, mais sache que je ne suis pas amer pour ce qui s'est passé. Déçu, oui, blessé, absolument, mais pas amer. Elle est comme elle est, et j'ai choisi de l'aimer quand même. C'était mon erreur, pas la sienne.
Ce que je ne pouvais pas pardonner, c'étaient les mensonges. Sa façon de me regarder dans les yeux tous les jours et de prétendre être quelqu'un d'autre. Sa façon de tirer profit de ma mort alors qu'elle construisait déjà une vie avec quelqu'un d'autre. Ce genre de trahison mérite des conséquences. Je t'ai laissé la maison parce que je sais que tu préserveras le jardin que maman a planté. Les souvenirs que nous y avons créés. J'ai laissé mon argent pour aider à trouver un remède à la maladie qui me tue, parce que cela me semble être la bonne façon d'honorer la vie. J'ai vécu. Et j'ai laissé à Hara exactement ce qu'elle m'a donné en échange de mon amour. De belles choses sans substance derrière. Ne me plains pas, petit frère. J'ai passé ma vie à sauver des gens. J'ai contribué à élever le meilleur homme que je connaisse. Et j'ai pu mourir dignement, selon mes propres conditions. Tout le monde n'a pas ce genre de fin. Prends soin de toi. Et quand le moment viendra, et tu le sauras, dis-lui tout mon amour, Adrien. Quand j'ai fini de lire, les larmes coulaient sur mon visage. Adrienne s'est penchée et m'a serré l'épaule avec le peu de force qui lui restait. Promets-moi quelque chose, a-t-il dit. Promets-moi de ne pas le lui dire avant l'enterrement. Laisse-la avoir son moment de réflexion. Cela rendra la suite encore plus douce. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai remise dans le dossier. Promis. 3 semaines plus tard, Adrien était parti et j'étais aux premières loges pour voir le monde s'écrouler. 2 jours après avoir enterré Adrien dans ce cimetière tranquille surplombant les collines qu'il aimait tant, je suis entré dans le cabinet d'avocat Yamamoto et associé comme si elle était la propriétaire des lieux. J'étais déjà assise dans la salle de conférence quand elle est arrivée, l'avocat d'Adrienne m'ayant demandé d'être présente pour la lecture du testament. Monsieur Yamamoto était un vieil ami de la famille qui s'était occupé de la succession de nos parents des années auparavant, et c'est lui qui avait aidé Adrien à rédiger ses dernières volontés ces derniers mois. Elle a franchi la porte en trombe, vêtue d'un élégant tailleur noir de créateur qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chinan parfait et ses lunettes de soleil foncé étaient perchées sur sa tête comme une couronne. Elle était accompagnée de son propre avocat, un type à l'allure soignée avec une cravate de luxe qui vérifiait constamment ses dernières volontés. Rolex. Et derrière eux se trouvait sa mère, Madame Chin, une vieille femme amère qui n'avait jamais aimé Adrien parce qu'il n'était pas assez riche pour sa précieuse fille. Tous trois prirent place en face de moi à la table en acajou poli, et je pouvais presque voir les dollars danser dans leurs yeux. Les lèvres de Valra étaient peintes de ce rouge carmin si caractéristique qu'elle portait toujours, et elle ne cessait de toucher son alliance. Non pas par sentimentalité, réalisais-je, mais comme si elle calculait déjà son prix. Merci à tous d'être venus, dit monsieur Yamamoto en posant ses lunettes de lecture sur son nez et en ouvrant le dossier contenant le testament d'Adrienne. Comme vous le savez, nous sommes ici pour discuter des dernières volontés du docteur Adrien Huyn, décédé le 25 avril. Hara se pencha légèrement en avant, un sourire compatissant et appliqué aux lèvres. Bien sûr, Adrien disait toujours vouloir prendre soin de tout ce qu'il aimait. Je suis sûr qu'il a pris des dispositions pour sa famille et pour notre avenir ensemble. Elle lança un regard significatif à son avocat, qui hocha la tête. Et sortit un bloc-notes, prête à prendre des notes sur son héritage. Madame Chin tapota la main de sa fille et murmura quelque chose en mandarin qui fit s'écarquiller le sourire d'Aris. Elle pensait être sur le point de décrocher le gros lot. Monsieur Yamamoto s'éclaircit la gorge et commença à lire. Moi, Adrien Michael Huyn, saint d'esprit et de corps, je fais par la présente mon testament. Les formalités juridiques habituelles suivirent, la révocation des testaments antérieurs, la nomination des dirigeants, tout le langage technique ennuyeux que les avocats adorent. Mais je la voyais s'impatienter, ses doigts manucurés tambourinant silencieusement sur la table en attendant les bonnes nouvelles. Puis après que Yamamoto soit arrivé au cœur du sujet, à mon frère bien-aimé Marcus, qui a été mon ami le plus proche et mon plus grand soutien tout au long de ma vie, je lègue ma maison du 247 Sakura Drive, y compris tous les meubles et le jardin que notre mère a planté de ses propres mains. Je lui lègue également ma Toyota Camry 2019 et ma collection de manuels médicaux, sachant qu'il préservera ses souvenirs. Notre famille a reçu l'amour et les soins qu'elle mérite. Le visage d'Hara commençait à pâlir, mais elle garda son sourire figé. Son avocat griffonnait furieusement sur son bloc-notes, calculant probablement la valeur de la maison. Elle valait au moins 3 millions de yens, située dans un emplacement de choix dans l'un des plus beaux quartiers d'Osaka. De plus, poursuivit monsieur Yamamoto, je lègue à Marcus la somme de 2 millions de yens de mon compte d'épargne personnelle pour son mariage et son bonheur futur. La mère de Nao fronçait les sourcils, faisant des calculs rapides.
C'était une somme importante qui n'allait pas à sa fille. À la fondation de recherche sur le cancer de l'hôpital général d'Osaka, je lègue le reste de mes économies, soit environ 15 millions de yens, pour la recherche sur le traitement du cancer de l'estomac et les soins aux patients. J'espère que ce don aidera d'autres familles à éviter la douleur du cancer. Le sourire d'Aira s'est enfin éclairé. 15 millions de yens partis comme ça, donnés à des inconnus alors qu'ils auraient pu financer son style de vie Instagram et ses virées shopping onéreuses. Et enfin, dit Monsieur Yamamoto, sa voix changeant légèrement de ton en arrivant à la dernière section. À ma femme, Shinwen, je lègue la collection de bijoux que je lui ai offerte pendant notre mariage. Ces pièces représentent l'amour que j'ai donné sans compter et les souvenirs que nous avons partagés. Elle les gardera peut-être comme des souvenirs de notre vie commune. Le silence dans la pièce était assourdissant. L'avocate semblait avoir parlé en grec ancien, la bouche ouverte et fermée sans un son. Son propre avocat avait arrêté d'écrire et regardait sans cesse son bloc-notes et son testament, incrédule. « Je suis désolé. » Il finit par dire, la voix tendue et tendue. « Pourriez-vous répéter la dernière partie concernant mon héritage ?» Monsieur Yamamoto ajusta ses lunettes et la relut mot pour mot à ma femme Shinwen. « Je lègue la collection de bijoux que je lui ai offerte pendant notre mariage. » C'est tout, hurla Madame Chin, son sang-froid finissant par craquer. « Des bijoux ? Et la maison ? Et l'argent ? Et l'assurance vie ? » Il n'y a pas d'assurance vie, dit calmement Monsieur Yamamoto. Le docteur l'a annulé environ un mois avant sa mort. Ara s'est levé si vite que sa chaise a roulé en arrière et a heurté le mur. C'est impossible. Ce doit être une erreur. Adrien ne me ferait jamais ça. J'étais resté assise en silence pendant tout ce temps à regarder l'émission avec cette satisfaction sinistre qui faisait probablement de moi une personne horrible. Mais quand elle a commencé à crier, quand elle a commencé à se comporter comme la victime, quelque chose en moi a craqué. En fait, ai-je dit en me levant lentement et en croisant son regard fou par-dessus la table. Il le ferait, et il l'a fait. Elle s'est retournée pour me faire face. Son sang-froid parfait a volé en éclats. C'est toi qui as fait ça. Tu l'as empoisonné contre moi. Tu l'as convaincu de modifier le testament. Je n'ai pas eu besoin de le convaincre de quoi que ce soit, dis-je en sortant mon téléphone et en faisant défiler les photos prises par le détective privé. Des photos d'elle et de Léo se tenant la main devant un hôtel. Des photos d'eux s'embrassant dans des cabines de restaurant. Des photos d'eux ressemblant beaucoup à un couple qui était ensemble depuis longtemps. J'ai glissé le téléphone sur la table. Il savait déjà pour Léo. Le sang s'est complètement vidé du visage d'Ara alors qu'elle regardait l'écran. Sa mère a attrapé le téléphone et, halta, sa main volant vers sa poitrine de manière dramatique. Même l'avocat se penchait pour regarder, son sang-froid professionnel s'effaçant lorsqu'il réalisa que son client avait été pris en flagrant délit. Ne saviez-vous pas ? J'ai demandé en utilisant les mots exacts qu'Adrienne avait écrits dans sa lettre. Elle s'est effondrée sur sa chaise comme une marionnette dont les fils avaient été coupés, regardant les photos avec un mélange de choc et d'horreur naissante. Imbécile. Il est mort en sachant exactement qui elle était et quoi. Elle l'avait fait. Et il avait planifié sa vengeance avec la même précision avec laquelle il avait sauvé des vies en salle d'opération. Son avocat s'éclaircit la gorge, inconfortablement. Peut-être devrions-nous discuter de la contestation du testament. Pour quel motif ? Monsieur Yamamoto l'interrompit doucement. Le docteur Wang était sain d'esprit lorsqu'il a apporté ces changements. Il a subi une évaluation psychiatrique dans le cadre du processus pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'influence indue ni de déficience mentale. La volonté est à toute épreuve. Finalement, j'ai levé les yeux du téléphone. Des larmes de rage et de désespoir coulaient sur ses joues, ruinant son maquillage parfait. Ce n'est pas fini, murmura-t-elle. Mais nous savions tous que c'était le cas. J'aurais dû savoir qu'Aïla ne s'effondrerait pas sans se battre. La femme avait construit toute sa vie sur la manipulation et pour obtenir ce qu'elle voulait par le charme, les larmes ou les crises de colère, peu importe ce qui fonctionnait sur le moment. Alors, quand la lecture du testament ne s'est pas déroulée dans son sens, quand elle a réalisé qu'Adrienne l'avait dominée d'outre-tombe, elle a fait ce que les gens ayant des droits font toujours quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Elle a décidé de faire de la vie de tout le monde un enfer. C'était un mardi matin, environ une semaine après l'audience judiciaire. SmackDown chez Yamamoto & Associates, et j'étais au travail pour essayer d'enseigner le symbolisme à mes élèves de 3e année dans The Great Gatsby. C'est vraiment ironique,
étant donné que je vivais ma propre histoire sur l'avidité et le pouvoir corrupteur de la richesse. J'étais en train d'expliquer comment le feu vert représentait les rêves impossibles de Gatsby lorsque mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages d'urgence dans votre magasin. Vous voyez, enseigner l'anglais au lycée ne paie pas vraiment les factures dans le Japon moderne. Alors, j'avais ouvert une petite bijouterie il y a des années. Rien d'extraordinaire, juste un petit endroit au centre-ville de Kobe où j'ai vendu des pièces de propriété et effectué des réparations. Cela ne me rendait pas riche, mais cela permettait de garder les lumières allumées et de me donner quelque chose à faire pendant les vacances d'été. La plupart du temps, mon employé à temps partiel, Kao, pouvait très bien gérer les choses. Mais apparemment, ce n'était pas la plupart des jours aujourd'hui. J'ai obtenu la permission de partir plus tôt et je me suis rendu au magasin aussi vite que la circulation le permettait, mon esprit passant en revue toutes les catastrophes possibles qui pourraient nécessiter mon attention immédiate. Vol, incendie, inspecteur sanitaire. Rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai réellement découvert. Lorsque je suis arrivé devant mon magasin, il y avait une foule rassemblée dehors sur le trottoir. Peut-être 20 personnes avec leur téléphone enregistrant le drame qui se déroulait dans mon magasin. À travers les fenêtres, je pouvais voir Kao derrière le comptoir, absolument terrifiée. Et au milieu de la boutique, se justifiant sauvagement comme si elle interprétait Shakespeare, se trouvait Hara. Elle portait une sorte de tenue de sport de créateur qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés malgré le fait qu'elle était clairement dans le haut milieu d'un effondrement complet. Sa voix était suffisamment forte pour être entendue à travers les vitres. Et d'après ce que j'ai pu comprendre en me faufilant à travers la foule de caoutchouc, elle offrait tout un spectacle. Empoisonner mon mari contre moi. Il a manipulé un mourant pour voler ce qui m'appartenait de droit. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai rajusté ma cravate et je suis entré dans mon propre magasin comme si j'entrais dans une zone de guerre. Dis-je calmement, essayant de projeter le même genre d'autorité que j'utilisais pour mettre fin aux bagarres entre adolescents. Que fais-tu exactement dans mon magasin ? Elle s'est retournée pour me faire face et j'ai été choqué de voir à quel point elle était différente de la femme calme qui était assise en face de moi au bureau de l'avocat une semaine plus tôt. Ses yeux étaient rouges et sauvages, son maquillage légèrement taché et une énergie maniaque irradiait d'elle qui faisait prendre du recul à tout le monde dans le magasin. « Le voilà », cria-t-elle, me désignant comme si j'étais une sorte de criminel. « L'homme qui a détruit ma vie. Tu as trompé Adrien pour qu'il change son testament. Tu lui as rempli la tête de mensonges à mon sujet. » La foule à l'extérieur dévorait tout cela, les téléphones pressés contre les fenêtres, probablement en direct sur les réseaux sociaux. Je pouvais voir quelques clients qui parcouraient mes coffrets à bijoux se diriger maintenant vers la porte, ne voulant clairement pas participer à ce que c'était. « Madame, dis-je en gardant ma voix calme et professionnelle. Je vais avoir besoin que vous baissiez le ton ou je vais devoir vous demander de partir. Vous dérangez mes clients. Dérangez vos clients. » Elle rit, mais ce n'était pas un son agréable. Vous avez volé ma maison. Vous avez volé mon argent. Vous avez retourné mon propre mari contre moi avec vos mensonges et votre manipulation. C'est alors que j'ai remarqué le collier qu'elle portait. C'était un tour de cou émeraude que j'ai immédiatement reconnu. Adrienne l'avait commandé à un bijoutier de Tokyo pour leur 2e anniversaire de mariage. Il m'avait montré des photos lorsqu'il l'avait récupérée. Tellement fier de sa beauté, tellement excité de surprendre avec quelque chose de spécial. Les émeraudes étaient réelles, la monture était en platine et l'ensemble lui avait coûté près de 6 mois de salaire. Mais là, elle le portait comme une sorte de trophée alors qu'elle criait qu'elle avait été volée. Portant le symbole de l'amour de mon frère pour elle alors qu'elle saccageait publiquement sa mémoire et m'accusait de crimes que je n'avais pas commis. Quelque chose de froid et de dur s'est installé dans ma poitrine alors que je regardais ce collier scintiller sous les lumières fluorescentes du magasin. « Tu n'as pas perdu d'argent » dis-je, ma voix tombant presque à un murmure. Le magasin est devenu complètement silencieux. Même les gens à l'extérieur semblaient se pencher pour entendre ce que j'allais dire ensuite. Vous avez perdu Adrien, mais il semble que vous n'ayez même pas remarqué son départ. Pendant une fraction de seconde, son masque glissa. J'ai vu quelque chose clignoter sur son visage. La culpabilité, peut-être, ou la honte. Avant que la colère ne revienne pour le dissimuler. Comment oses-tu ? Grogna-t-elle. Adrienne m'aimait. Il n'aurait jamais fait ça si tu n'étais pas entré dans sa tête. Adrienne savait pour Léo, dis-je simplement. La couleur disparut de son visage. Autour de nous. Je pouvais entendre les gens chuchoter,
essayant de comprendre qui était Léo et ce qu'il avait à voir avec quoi que ce soit. Kao me regardait avec de grands yeux, se demandant probablement si elle devait appeler la police. Il connaissait les chambres d'hôtel. J'ai continué en sortant mon téléphone et en faisant défiler les photos. Il était au courant des dîners coûteux que vous aviez débités sur sa carte de crédit lorsque vous étiez avec votre petit ami. Il savait tout cela, le problème n'était pas que je le manipule. Il s'agissait de lui qui te voyait enfin tel que tu es vraiment. Elle tremblait maintenant, que ce soit de rage ou d'humiliation, je ne pouvais pas le dire. Mais elle n'avait pas encore fini. Elle n'a jamais su quand arrêter. Avec un geste dramatique qui aurait rendu fière une actrice de feuilleton, elle leva le bras et dégrafa le tour de cou émeraude autour de son cou. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait l'enlever et me le remettre, peut-être comme une sorte d'offrande de paix ou d'aveu de culpabilité. Au lieu de cela, elle l'a jeté au sol avec toute la force qu'elle pouvait rassembler. Le collier frappa le bois dur avec un craquement sec, des émeraudes se dispersant sur le sol comme des larmes vertes. Une des pierres roulait sous une vitrine. Un autre s'est immobilisé près de mes pieds. La chaîne en platine était tordue et brisée, captant la lumière d'une manière qui la faisait ressembler à un petit serpent mort. Là, elle a crié, « Gardez vos précieux bijoux. Gardez tout. Je n'en ai pas besoin. » Elle se précipita vers la porte, dépassant la foule de spectateurs qui s'écartèrent rapidement de son chemin. Mais juste avant d'atteindre la sortie, elle fit demi-tour. « Ce n'est pas fini, Marcus. Vous pensez avoir gagné, mais vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous êtes embarqué. » Et puis elle est partie, ne laissant derrière elle que des émeraudes éparses, une pièce pleine de témoins choqués et l'odeur persistante de son parfum coûteux. Je me suis agenouillé et j'ai soigneusement commencé à rassembler les morceaux du collier. Le dernier cadeau de mon frère à la femme qui lui avait brisé le cœur. Tandis que je rassemblais les émeraudes, je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était probablement la chose la plus honnête que j'ai jamais faite. Parce que tout comme ce collier, son mariage avec Adrien avait été quelque chose de beau qu'elle avait détruit de ses propres mains. La seule différence était qu'Adrienne l'avait vu venir. Vous savez ce qu'on dit à propos de supposer que ça nous ridiculise, vous et moi. Mais dans un cas comme dans l'autre, ces hypothèses sur les finances d'Adrienne étaient sur le point de la mordre d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginé venir. Vous voyez, alors qu'elle était occupée à planifier ses virées shopping après les funérailles et à rêver du style de vie luxueux qu'elle pensait pouvoir enfin se permettre, Adrienne avait tranquillement démantelé l'empire financier dont elle pensait hériter. Le premier signe que quelque chose n'allait vraiment pas est apparu environ 2 semaines après sa performance dramatique dans ma bijouterie. J'étais en train de corriger des devoirs à la maison lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Les télévendeurs m'appelaient sans arrêt depuis le décès d'Adrienne, pensant d'une manière ou d'une autre que j'avais hérité de son salaire de médecin et que je serais intéressé par leurs opportunités d'investissement premium. Mais quelque chose m'a fait décrocher à la 4e sonnerie. Marc. La voix était tremblante, désespérée et à peine reconnaissable. Il m'a fallu un moment pour réaliser qu'il s'agissait d'un « Qu'est-ce que tu veux, ah ?» ai-je demandé, sans prendre la peine de cacher l'épuisement dans ma voix. Je trouvais encore des émeraudes de sa crise de collier dans des coins étranges de mon magasin. Et franchement, j'en avais fini avec son drame. « J'ai besoin de te parler », a-t-elle dit, et je pouvais l'entendre pleurer. Pas les jolies et délicates larmes qu'elle utilisait pour manipuler les gens, mais les larmes laides et désespérées qui surviennent lorsque votre monde entier s'effondre. S'il vous plaît. Je pense qu'il y a eu une erreur. Une partie de moi voulait raccrocher sur le champ. Après tout ce qu'elle avait fait subir à Adrien, après la façon dont elle traitait sa mémoire et me reprochait ses problèmes, elle méritait tout ce qui lui arrivait. Mais la curiosité a eu raison de moi. Quel genre d'erreur ? Ai-je demandé. Les dettes, murmura-t-elle. Il y a tellement de dettes, Marcus. Je ne comprends pas d'où ils viennent tous. Et c'est là que j'ai commencé à rire. Pas parce que c'était drôle. Enfin, peut-être un peu parce que c'était drôle, mais parce qu'Adrienne avait joué sa dernière carte, et c'était encore plus brillant que je ne l'avais imaginé. Vous voyez, voici ce que vous n'avez jamais compris au sujet du mariage. Lorsque vous êtes légalement lié à quelqu'un, vous ne partagez pas seulement les bonnes choses. Vous partagez tout. La maison, les voitures, les comptes d'épargnés, oui, les dettes aussi. Adrienne était malade depuis des mois avant sa mort. Et même avec son excellente couverture d'assurance à l'hôpital, le traitement du cancer au Japon n'est pas bon marché. Médicaments expérimentaux, consultations spécialisées,
frais de chambre privée pour ces dernières semaines où il voulait mourir dans la dignité plutôt que dans une salle bondée. Tout s'additionnait. Mais voici le kicker. Adrienne avait tout payé de sa poche au lieu de puiser dans leur compte d'épargne commun. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas savoir qu'il allait mourir jusqu'à ce qu'il soit prêt à le lui dire selon ses conditions. Les factures d'hôpital à elles seules étaient faramineuses. Près de 8 millions de yens qu'il avait accumulés au cours de ces derniers mois. Ensuite, il y avait les factures de carte de crédit de tous les voyages d'affaires et des séances photos qu'Adrienne avait tranquillement payées pendant qu'elle se promenait avec Léo. Des suites d'hôtels design, des restaurants chers, des virées shopping qu'elle avait facturées avec des cartes à leurs deux noms. Adrienne avait tout couvert sans dire un mot. Et la maison, la belle maison d'Osaka qui valait des millions et dont elle espérait hériter. Eh bien, il s'avère qu'Adrienne avait contracté une deuxième hypothèque 6 mois avant sa mort. Non pas parce qu'il avait besoin de cet argent pour lui-même, mais parce qu'il a reversé chaque centime de ce prêt à diverses œuvres caritatives, à la recherche sur le cancer, à des hôpitaux pour enfants, à des fonds de bourse pour les étudiants défavorisés. Adrienne avait systématiquement distribué sa richesse tandis qu'elle a été trop occupée à publier des histoires sur Instagram pour le remarquer. Le meilleur, et c'est là que l'esprit stratégique d'Adrienne a vraiment brillé, c'est qu'il avait tout structuré de manière à ce que les dettes deviennent une responsabilité au moment de sa mort. Selon la loi japonaise, les conjoints survivants sont responsables des dettes de leur partenaire décédé à moins qu'ils ne renoncent formellement à l'héritage dans un délai de 3 mois. Mais on ne peut pas renoncer partiellement à un héritage. C'est tout ou rien. Accepter les bijoux et assumer la dette ou refuser tout et repartir sans rien. Tellement concentrée sur la revendication de son héritage légitime qu'elle n'avait jamais pris la peine de demander à un avocat d'examiner la situation financière complète avant d'accepter. Elle avait signé les papiers avec avidité, pensant réclamer des millions d'actifs, sans se rendre compte qu'elle acceptait également la responsabilité de dettes qui la mettraient en faillite. J'ai reçu un appel du service de facturation de l'hôpital. Continua-t-elle à travers ses larmes. Ils veulent payer pour le traitement d'Adrienne. 8 millions de yens, Marcus. 8 millions. Et puis la société émettrice de cartes de crédit a commencé à appeler, ainsi que la société hypothécaire. Je ne comprends pas comment il peut y avoir une hypothèque sur une maison qui était censée être remboursée. Avez-vous tout revu par un avocat avant d'accepter l'héritage? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Je sais, pensais-je. Adrienne s'est toujours occupée des finances. J'avais confiance que tout allait bien. Bien sûr qu'elle l'a fait. Ara avait passé tout son mariage à vivre comme un parasite financier. Dépenser de l'argent sans jamais se soucier de comprendre d'où il vient ni combien il y a réellement. Elle avait supposé que le salaire du médecin d'Adrienne signifiait des fonds illimités pour son style de vie. Ne prenez jamais la peine de consulter les relevés bancaires ou de poser des questions sur leur situation financière réelle. Alors, que veux-tu de moi? Ai-je demandé. Aide-moi, supplia-t-elle. Je ne peux pas payer ces factures. Je n'ai pas ce genre d'argent. Peut-être pourrions-nous vendre la maison et partager les bénéfices. Vous l'avez dans le testament, mais vous seriez sûrement prêt à aider la veuve d'Adrienne. J'ai dû me mordre la langue pour ne plus rire. Il n'y a pas de maison. Plus maintenant. Comment ça, il n'y a pas de maison? Je veux dire, Adrien m'en a transféré la propriété 3 mois avant sa mort avec toutes les dettes qui y sont associées. La maison dont vous pensiez hériter, je la possède depuis février. Et l'hypothèque dont vous êtes soudainement responsable. C'est sur une propriété sur laquelle vous n'avez jamais eu de droit légal. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Mais le testament vous a laissé les bijoux, tout comme Monsieur Yamamoto Reed. Rien de plus, rien de moins. Tout le reste, Adrienne avait déjà donné ou transféré avant sa mort. La seule chose dont vous avez réellement hérité était la dette. Je pouvais entendre sa respiration s'accélérer, plus paniquée. Cela ne peut pas être légal. Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire. Vous pourriez déclarer faillite, ai-je suggéré utilement, même si cela pourrait nuire à votre carrière d'influenceur. Difficile de vendre du contenu lifestyle de luxe quand tout le monde sait que vous êtes fauché. S'il te plaît, Marcus, murmura-t-elle. Je sais que nous avons une eau différente, mais Adrien m'aimait. Il ne voudrait pas que je souffre comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai délivré le dernier message d'Adrienne, celui qu'il avait réservé exactement pour cet instant. Vous savez ce qu'Adrienne m'a dit avant de mourir, il a dit, tu recherchais ta propre sorte de paix. On dirait que tu l'as trouvée.
Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour découvrir ce qui s'est passé quand je suis allé chercher de l'aide en rampant vers Léo. La réponse m'est venue par la source la plus improbable. La meilleure amie insipide de Lyra qui riait sur ce mémorial sur le toit comme si la mort de mon frère était une sorte de blague. Il s'avère que même les faux amis adorent bavarder quand le drame devient juteux. J'étais en train de déjeuner dans un café près de mon école quand je l'ai entendu parler à une autre femme à la table derrière moi. La voix de Lyra était forte et théâtrale. La façon dont les gens parlent quand ils veulent être entendus, et elle aimait clairement être au centre de l'attention alors qu'elle révélait tous les secrets d'Ara. Je pensais en fait qu'il allait rester dans les parages et aider là à payer toutes ses dettes. Pouvez-vous imaginer? L'homme n'était avec elle que parce qu'il la pensait riche. J'ai posé mon sandwich et j'ai écouté plus attentivement. Mon dos était toujours tourné vers leur table. Mais Léo ne l'aimait-il pas, demanda l'autre femme. Je veux dire, ils semblaient si heureux ensemble à toutes ces fêtes. Lyra rit. Ce même son cruel que j'avais entendu au mémorial. J'adore Chérie. Léo était un entraîneur personnel qui conduisait une Honda de 10 ans et vivait dans l'appartement de son ex-petite amie. Vous pensez qu'il avait une personnalité pétillante? Il sortait avec la femme d'un médecin qui publiait chaque jour des photos de sacs à main de créateurs et de restaurants 5 étoiles. Bien sûr, il pensait qu'elle avait de l'argent. Les pièces se mettaient en place, dressant un tableau à la fois pathétique et étrangement satisfaisant. Léo n'avait pas été une grande histoire d'amour. Il avait été un chercheur d'or comme un autre, sauf qu'il avait été assez intelligent pour s'enfuir lorsqu'il avait réalisé que la mine d'or n'était en réalité que de la pille d'imbéciles. Quand est-il parti? L'ami a demandé, mangeant clairement chaque détail du drame. Il y a environ 3 semaines, Lyra a dit que juste après lui avoir parlé du testament et des dettes, elle l'avait appelé en pleurant, le suppliant d'emménager avec elle et de l'aider à trouver comment tout payer. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir à leur relation et qu'il devrait peut-être faire une pause pendant qu'elle règle ses finances. J'ai dû me couvrir la bouche pour ne pas rire aux éclats. Léo avait prononcé les lignes de rupture classiques, le genre que vous utilisez lorsque vous voulez larguer quelqu'un mais que vous n'avez pas les couilles d'être honnête sur pourquoi. C'est tellement brutal, a dit l'ami, mais elle avait l'air plus amusée que sympathique. Oh, c'est encore pire, continua Lyra, savourant clairement son rôle de messagère des mauvaises nouvelles. J'ai découvert qu'il avait posté sur des applications de rencontres tout le temps qu'ils étaient ensemble. Son profil indiquait qu'il recherchait des femmes prospères, financièrement indépendantes et sachant s'amuser. L'homme était littéralement en train d'acheter sa prochaine sugar mama pendant qu'il dormait avec elle. L'ironie était si épaisse que je pourrais le couper avec un couteau. Ara avait trompé mon frère avec un gars qui la trompait avec n'importe qui d'autre qu'il pouvait trouver. C'était comme une version tordue du karma où chacun obtient exactement ce qu'il mérite. Et maintenant, suggéra l'ami, maintenant elle est complètement seule, dit Lyra. Et pour la première fois, il y avait effectivement une note de quelque chose qui aurait pu être une véritable inquiétude dans sa voix. Léo la bloquait sur tout. Instagram, téléphone, même 20 mots quand elle a essayé de lui demander de l'argent. La plupart de nos autres amis ont également pris leur distance. Je veux dire, qu'es-tu censé dire à quelqu'un dont toute la vie vient d'imploser? Je me tournai légèrement sur mon siège et aperçus le visage de Lyra. Même elle avait l'air mal à l'aise d'en parler, comme si elle réalisait enfin que la situation de son ami était passée du stade des ragots juteux à la véritable tragédie. Elle a dû quitter ce magnifique appartement du centre-ville d'Osaka. Lyra a continué ne pouvait pas payer le loyer sans le revenu d'Adrienne. Maintenant, elle vit dans un petit endroit à la périphérie de la ville et elle a trouvé un emploi dans l'une de ces boutiques de mode rapide du centre commercial. Pouvez-vous imaginer travailler dans le commerce de détail? L'image mentale d'Ara, qui dépensait plus pour un seul sac à main que la plupart des gens n'en gagnaient en un mois. Plier des vêtements et traiter avec des clients difficiles pour le salaire minimum était presque trop difficile à gérer. Non pas parce que je me sentais désolé pour elle, mais parce que c'était un renversement complet de tout ce sur quoi elle avait construit son identité. Et son Instagram? L'ami a demandé. N'avait-elle pas entre 50 000 et peut-être 8 000 abonnés? Dit Lyra avec un geste dédaigneux. Il s'avère que les gens ne veulent pas suivre quelqu'un qui publie des photos de repas dans des dépanneurs et de vêtements à prix réduit. Ces taux d'engagement sont terribles et toutes les marques l'ont abandonné lorsqu'elles ont réalisé qu'elles ne pouvaient plus se permettre d'acheter leurs produits. Cela m'a frappé plus fort que cela n'aurait dû, car malgré tous ses défauts, malgré toutes les façons dont elle avait blessé Adriane, la présence en ligne avait été la seule chose pour laquelle elle avait réellement travaillé. Voir son nombre de followers baisser, voir les marques l'abandonner,
perdre sa seule carrière elle en avait déjà eu, c'était une forme particulière d'humiliation. Elle a essayé de récupérer Léo, tu sais, ajouta doucement Lyra. Il s'est présenté à sa salle de sport, a fait toute cette scène sur la façon dont ils appartenaient ensemble et comment l'amour était censé tout vaincre. La sécurité a dû l'escorter. La conversation a dérivé vers d'autres sujets. Après cela, qui sortait avec qui, quel restaurant était à la mode, les absurdités superficielles habituelles pour lesquelles des gens comme Lyra vivaient. Mais j'en avais assez entendu. Le tableau était désormais complet, et c'était exactement ce qu'Adrienne avait prédit. Sans argent, j'avais tout perdu. Son amant, son style de vie, ses amis, sa carrière sur les réseaux sociaux et même son sentiment d'identité. Elle avait bâti toute sa vie sur la richesse des autres. Et lorsque cette fondation s'est effondrée, elle n'avait plus rien sur quoi s'appuyer. En retournant à l'école cet après-midi-là, je me suis retrouvé à repenser à la lettre d'Adrienne. Il avait écrit qu'il n'était pas amer de ce qu'il avait fait, mais simplement déçu. Mais il savait aussi que la vérité finirait par éclater, que les gens comme Léo et Lyra montreraient leur vraie couleur lorsque l'argent se tarirait. Mon frère avait compris quelque chose qu'il n'avait jamais compris. Lorsque vous basez vos relations sur des choses matérielles, vous vous retrouvez sans rien lorsque ces choses disparaissent. Et Léo était probablement déjà sur sa prochaine cible, une autre personne seule avec un compte bancaire en bonne santé et un cœur confiant. 1 an après la mort d'Adrienne, j'ai épousé l'amour de ma vie dans le jardin qu'il avait passé 5 ans à construire de ses propres mains. Ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu. Bon sang, je ne sortais même pas sérieusement avec quelqu'un quand mon frère est mort. Mais parfois, la vie a le don de vous apporter exactement ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez le plus besoin. Et Céleste est entrée dans mon monde exactement au bon moment. Nous nous étions rencontrés dans un groupe de conseils en deuil de tous les endroits. Elle avait perdu son père à cause d'un cancer du poumon à peu près au même moment où j'avais perdu Adrien, et nous nous étions liés par l'étrange culpabilité qui accompagne le fait de voir quelqu'un qu'on aime dépérir en prétendant que tout est normal. Elle était infirmière dans un hôpital pour enfants à Cobb, ce qui signifiait qu'elle comprenait le poids que portent les professionnels de la santé. La façon dont ils donnent tellement d'eux-mêmes pour sauver les autres que parfois il ne reste plus rien pour leur propre famille. Céleste était tout ce qui n'était pas authentique, gentil, complètement indifférent aux choses matérielles. Elle conduisait une Nissan cabossée qui était plus âgée que certains de mes élèves. Elle vivait dans un studio qui pourrait tenir dans la chambre principale d'Adrienne, et son idée d'un rendez-vous parfait consistait à préparer le dîner ensemble et à regarder de vieux films sur son ordinateur portable. Quand je lui ai parlé de la maison dont j'avais hérité, de l'argent qu'Adrienne avait laissé pour mon avenir, elle n'a pas eu ce regard calculateur dans ses yeux que j'avais vu tant de fois avec une. Elle m'a demandé si j'étais d'accord pour vivre dans un endroit qui contenait tant de souvenirs de mon frère. Le fond du mariage est quelque chose que j'ai découvert enfoui dans les documents d'Adrienne environ 3 mois après la lecture de la laine. Monsieur Yamamoto m'avait appelé dans son bureau et m'avait remis une autre enveloppe avec mon nom dessus. Apparemment, mon frère avait été encore plus minutieux dans sa planification que je ne l'avais imaginé. Votre frère a mis cela de côté spécialement pour votre mariage, avait expliqué l'avocat en glissant un relevé bancaire sur son bureau. 5 millions de yens sur un compte séparé qu'il a ouvert 6 mois avant son décès. Il y a une note. Le message était un Adrian Vintage, pratique, attentionné et parvenant d'une manière ou d'une autre à prendre soin de moi-même au-delà de la tombe. Astérisque Marcus. Je sais que tu finiras par trouver quelqu'un qui te mérite. Lorsque vous le faites, ne laissez pas l'argent être la raison pour laquelle vous ne pouvez pas lui offrir le mariage qu'elle mérite. Considérez ceci comme mon cadeau de mariage pour vous deux. Un astérisque. Quand j'ai montré le mot à Céleste, elle a pleuré pendant 20 minutes. Pas à cause de l'argent, mais parce qu'elle n'avait jamais eu personne, famille, ami, petit ami, qui avait pensé aussi loin à son bonheur. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'allais l'épouser parce qu'elle comprenait ce que signifiait ce geste. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait d'un amour qui s'étendait au-delà de la mort. À propos de quelqu'un suffisamment attentionné pour planifier votre joie même s'il ne serait pas là pour la voir. Nous avons gardé la cérémonie petite et intime. Peut-être 30 personnes le jardin d'Adrienne par un parfait samedi après-midi à la fin du printemps. Les cerisiers qu'il a plantés étaient en pleine floraison, créant une canopée de pétales roses et blancs qui tombaient comme de la neige à chaque fois que la brise se levait. L'étang qu'il a creusé à la main reflétait le ciel et ses parterres de fleurs soigneusement teintées éclataient de couleurs. Le docteur Caméra a présidé la cérémonie, ce qui lui semblait normal puisqu'il connaissait Adrien mieux que quiconque. Son discours était parfait.
Parler du fait qu'Adrien avait toujours cru que l'amour était la seule chose qui comptait vraiment. Comment il avait passé sa vie à prendre soin des gens. Comme il aurait adoré voir son petit frère trouver le bonheur. Adrienne a tellement donné à tout le monde autour de lui. La caméra a dit sa voix à travers le jardin jusqu'à l'endroit où les anciens collègues d'Adrienne de l'hôpital étaient assis au premier rang. Même lorsque personne ne le regardait, même lorsque personne ne savait ce qu'il faisait, il réfléchissait toujours à la façon d'améliorer la vie des gens qu'il aimait. Marcus, il serait si fier de te voir ici aujourd'hui avec Céleste, construisant quelque chose de beau dans l'espace qu'il a créé. J'ai regardé autour de moi les visages de tous ceux qui étaient venus faire la fête avec nous. Mes collègues enseignants, les amis infirmiers de Céleste, nos familles, les collègues médecins d'Adrienne qui étaient devenus comme des oncles pour moi au fil des années. Pas un seul d'entre eux n'était là pour une autre raison qu'une véritable affection. Personne ne calculait ce qu'il pourrait retirer de notre connaissance. Personne n'était là pour les séances de photos ou le réseautage. C'était tout ce qu'un mariage devrait être et une fête commémorative ne l'avait pas été. Après la cérémonie, alors que le soleil se couchait et que nos invités dégustaient du gâteau et du champagne sous les guirlandes lumineuses qu'Adrienne avait accrochées entre les érables, Céleste et moi nous sommes éclipsés pour visiter sa tombe. C'était à seulement 10 minutes à pied de la maison, dans le petit cimetière qui surplombait les collines qu'il adorerait parcourir lors de ses rares jours de congé. Nous lui avons apporté une caméléa blanche, sa fleur préférée, et nous nous sommes assis près de sa pierre tombale pendant que les étoiles sortaient. Céleste m'a tenu la main pendant que je lui parlais du mariage, à quel point tout avait été parfait, à quel point j'aurais aimé qu'il puisse l'avoir. Était là pour m'accompagner dans l'allée comme il l'aurait fait. Elle pensait avoir gagné. Frère, murmurai-je à la pierre silencieuse. Mais tu savais déjà mieux. Le vent se leva, bruissant à travers les arbres et transportant l'odeur du jardin qu'il avait construit. Le jardin où je viens de promettre d'aimer quelqu'un comme il m'a appris à aimer complètement, honnêtement et sans compter. Les gens me demandent encore si je regrette la façon dont les choses se sont terminées avec des amis, des collègues, voire des inconnus, qui ont entendu l'histoire à travers la vigne. Ils veulent tous savoir si je me sens coupable de ne pas l'avoir aidée alors qu'elle était noyée sous les dettes. Si jamais je pense à lui tendre la main pour voir comment elle va maintenant. La réponse est toujours la même. Je ne regrette rien. Non pas parce que je suis sans cœur, mais parce que l'héritage d'Adrienne n'est pas une question d'argent, de vengeance ou de vengeance envers ceux qui lui ont fait du tort. Son héritage concerne la dignité. C'est une question de sagesse. Il s'agit du genre de force tranquille qui n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit pour faire valoir son point de vue. Mon frère il a géré la trahison non pas avec des matchs hurlants ou des confrontations publiques, mais avec une précision silencieuse qui aurait rendu fier un grand maître d'échecs. Il a laissé la vérité à la place de la fureur. Et c'est la forme de justice la plus puissante qui soit. Ces jours-ci, elle est devenue ce qu'elle a toujours été sous tous ses vêtements de créateur et ce vernis Instagram. Un récit édifiant, une rumeur que l'on murmure lors des fêtes. Vous vous souvenez de cette femme qui était mariée au docteur Oin? Celui qui pensait avoir décroché le jackpot à sa mort? Aux dernières nouvelles, elle travaillait toujours dans ce magasin de vêtements du centre commercial, vivant d'un chèque de paie à l'autre dans un petit appartement. Ses rêves d'influence et de luxe se réduisaient à des réductions pour les employés et à des heures supplémentaires. Mais le nom d'Adrienne est gravé en lettres d'or sur l'aile de recherche sur le cancer de l'hôpital général d'Osaka. C'est là qu'est allé son argent. Chaque yen qu'il avait économisé, chaque centime qu'il avait prévu de laisser derrière lui. Le centre de recherche Adrien Wynne réalise déjà des avancées dans le traitement du cancer de l'estomac. Nous sauvons déjà des vies, nous veillons déjà à ce que d'autres familles n'aient pas à vivre ce que nous l'a fait. C'est là que son cœur a toujours été. Et c'est le genre d'immortalité qui compte vraiment. Je pense à lui tous les jours en essayant d'être à la hauteur de l'exemple qu'il m'a donné. Quand mes élèves ont des difficultés, quand Céleste passe une mauvaise journée à l'hôpital, quand la vie lance ces bouleversements qui mettent à l'épreuve votre caractère, je me demande ce qu'Adrien ferait. Il écouterait. Il aiderait sans rien attendre en retour. Il préférerait la gentillesse à l'intelligence, la dignité au drame. La maison prospère sous les soins de Céleste. Elle a la main verte qui fait honte même au talent de jardinière d'Adrienne. Et les fleurs qu'il a plantées sont plus belles que jamais. Nous avons ajouté un potager où il gardait son hangar à outils. Et chaque récolte me rappelle que les bonnes choses poussent lorsqu'on les plante avec amour et qu'on les étamage avec patience. Parfois, je me surprends à me demander ce qui se serait passé si Adrienne l'avait affronté directement. S'il l'avait dénoncé à propos de sa liaison et avait demandé le divorce de son vivant.
Mais ensuite je me souviens de sa lettre, la façon dont il avait choisi de tout gérer avec tant de soin. Et j'ai réalisé qu'il avait obtenu exactement la fin qu'il souhaitait. Il était mort avec sa dignité intacte, son héritage assuré et son petit frère pris en charge. Il laissait une femme creuser ça.